sur l'ordinateur. Voilà. Donc là, on est sur enregistrement en cours. Parfait. Partage d'écran. C'est reparti. Ah, il y a toujours toutes ces petites choses à faire, hein. Donc voilà, donc vos micros sont bien fermés, visiblement. J'ai évoqué effectivement les références de livres et on démarre. Pourquoi cette conférence? Ça, c'est très important. J'avais envie déjà de démarrer là-dessus. Pourquoi cette conférence? Eh bien, cette conférence, elle me semble nécessaire compte tenu de notre actualité que nous connaissons tous actuellement et qui a pris un coup d'accélérateur, je dirais, avec l'événement Covid, où on est dans une transformation de nos organisations dans, à tout plein de niveaux et en particulier actuellement ce que nous vivons là en télétravail dans l'organisation du travail. Et pourquoi cette conférence? Je vais y répondre à cette question en vous donnant quelques éléments de mon parcours professionnel et personnel. Alors déjà, il y a une première chose qui est très importante et qui l'a toujours été, c'est que la relation fonde l'ensemble de mes activités. La relation à l'autre. J'ai été animatrice socioculturelle, j'ai été comédienne pendant 7 ans et depuis plus de 25 ans, j'anime des sessions de formation dans le cadre des entreprises, aussi bien en communication orale, mais aussi en management de proximité. Et vous le voyez, dans ces deux thématiques, la relation est au centre de la préoccupation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est le développement personnel. J'ai toujours eu à cœur, depuis longtemps en tout cas, de faire en sorte de mieux me comprendre pour mieux grandir, mieux m'épanouir. Et ce désir personnel a rencontré aussi mon activité professionnelle en devenant formatrice puis consultante, puisque mon activité, c'est être avec l'autre et c'est l'être de manière où je me sente moi le mieux alignée par rapport à ce que je suis pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui sont en face de moi. Donc il y a ces deux préoccupations, enfin deux points d'ancrage forts dans ma vie professionnelle et personnelle. Et justement parce que j'ai à cœur d'être en cohérence avec ce que je suis, il y a une dizaine d'années, il y a eu une lame de fond qui a traversé ma vie. Vous savez, ce genre de lame de fond qu'on vit parfois, où des questions existentielles se reposent. Et il y en avait une qui me taraudait, qui était, mais en fait, quelle femme je suis? Ça peut paraître un peu bizarre, mais vraiment, c'était une question qui était là. Quelle femme je suis? Parce que je pressentais que je n'étais pas totalement dans un épanouissement profond. Et j'avais le sentiment qu'il y avait en moi une femme solaire qui pointait du nez, mais qui n'avait pas tout l'espace pour pouvoir le faire. Alors je me suis mise en chemin. Je me suis mise en chemin et j'ai rencontré d'autres femmes qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir. Je vais vous en citer trois. Il y a la première, c'est Marissa Ortolan, qui est psychothérapeute et experte en tantra. Alors là, le tantra, je ne développerai pas du tout, ce n'est pas le lieu, mais je dirais simplement que cette pratique m'a permis de me mettre en contact avec mon intériorité et en particulier avec une source énergétique que chacun d'entre nous avons, hommes et femmes bien sûr, et que cette source énergétique, eh bien, elle génère de l'envie, du désir, de la joie, et qu'il est nécessaire d'aller à l'intérieur de soi pour pouvoir être en contact avec cette partie de soi. Donc le tantra avec Marissa Ortolan. Il y a eu aussi Monique Grande qui est thérapeute et surtout qui a animé pendant plus de 30 ans des cercles de femmes. Et j'ai suivi pendant 1 an avec elle une formation qu'elle appelle Féminitude. Et cette formation, elle m'a permis d'être avec d'autres femmes dans l'intime et de découvrir ce que ça veut dire le terme sororité, qui est un terme qu'on utilise maintenant un peu plus qu'avant, mais qu'il y a encore, je ne sais pas, quelques années, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. Mais c'est juste le féminin de fraternité qui est au fronton de toutes nos mairies. Donc ça a été très important de découvrir qu'est-ce que c'est que la sororité. Et puis il y a eu une troisième rencontre importante Oui, aussi. Marie-Christine, ça va? Alors je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît, pendant la conférence et on les rouvrira éventuellement à la fin. Merci beaucoup.
Et la troisième personne que j'ai rencontrée, c'est Amélie Swetzer, qui est danseuse et qui pratique une danse qui s'appelle la danse des 5 rythmes et qui est une danse comme une vague dans laquelle on évolue en toute liberté. Et là, ce qui a été très important dans cette rencontre, c'est le fait de sentir son corps qui bouge, qui est en mouvement et qui est dans cette liberté totale et qui permet vraiment de s'ouvrir vraiment aussi à ce qu'on vit à l'intérieur, mais aussi s'ouvrir dans la relation puisqu'on danse en collectif. Bien sûr, dans tout ce temps-là d'évolution, de cheminement, il y a eu des rencontres masculines, des échanges avec des hommes qui m'ont aussi permis de me confronter à la femme que je suis. Et puis, des lectures. Oh, on ferme les micros, s'il vous plaît. On ferme bien les micros. Je vais voir si je peux éventuellement le faire à partir... non, je ne peux pas le faire. Donc, je vous invite vraiment à le faire pour qu'on soit sans parasitage sonore. Merci beaucoup. Et en fait, à partir de ces rencontres, il y a eu aussi évidemment beaucoup de lectures et ça m'a fait prendre conscience de tous les archétypes qui nous traversent en tant que femmes et qui sont présents en nous de façon parfaitement inconsciente, mais qui guident souvent nos pas et nous limitent dans nos agissements. Et ces archétypes, j'en citerai 3. C'est la putain, la sainte, la mère, qui sont extrêmement puissants. Tous ces archétypes, qui sont pour moi vraiment des empêchements, ça m'a permis progressivement de me libérer. Je n'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas de mieux comprendre ce qui se passait en moi dans telle ou telle ou telle ou telle situation. Et ça m'a donné envie progressivement de me former pour me permettre d'être en contact avec d'autres femmes et de les accompagner lorsqu'elles sont dans des rôles qui sont les vôtres, en tout cas celles qui sont présentes là aujourd'hui, dans des rôles de pouvoir où il y a effectivement des décisions à prendre et parfois être confronté à d'autres, à des univers très masculins, les aider, les accompagner pour qu'elles puissent gagner en puissance, en confiance et qu'elles se sentent légitimes là où elles se trouvent. Et aujourd'hui particulièrement parce que nous sommes dans un monde où il me semble qu'on a besoin de ce leadership au féminin pour pouvoir continuer à faire grandir nos organisations. Vous l'avez peut-être compris, j'ai des convictions assez fortes sur ce sujet et je me définis, moi, dans un courant féministe qui est celui qui rejoint tous les travaux qui ont été faits par le psychiatre Carl Jung et qui est celui de la conscientisation et de la guérison et non pas de la revendication. Beaucoup de femmes sont dans la revendication par rapport aux droits des femmes, etc., ce que je trouve extrêmement très bien, évidemment, mais ce n'est pas dans le courant dans lequel je m'inscris. Moi, je m'inscris vraiment dans ce rôle, dans ce courant de conscientisation et de guérison. Alors, pour continuer, juste quelques repères sur ce que nous allons voir ensemble. Nous allons parler du leadership que j'appelle rayonnant. Nous allons confronter à l'enjeu qu'il peut y avoir face à la réalité des organisations d'aujourd'hui. Je vous donnerai quelques exemples d'une femme en Nouvelle-Zélande, d'une entreprise, Idealco, d'un coaching que j'ai réalisé à l'Institut Pasteur, et puis aussi quelques femmes qui participent au réseau FCE. Et nous verrons les empêchements principaux qu'ont les femmes pour être pleinement dans ce leadership rayonnement. Et j'évoquerai quelques problématiques que je perçois assez régulièrement lorsque j'accompagne des femmes dirigeantes. Demain, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, gratuit. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre feedback sur cette conférence et puis aussi d'évoquer avec vous les problématiques que vous vivez en tant que femme dirigeante. Alors, en quoi le leadership au féminin est-il un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui? J'avais envie qu'on s'arrête sur ce terme leadership. Le leadership, on est d'accord, en général, c'est une position dominante. Si on parle de management, on va dire que le leadership, c'est la capacité à mobiliser les ressources des collaborateurs dans un cadre précis pour atteindre des objectifs fixés. On est tous d'accord là-dessus. Pour moi, ça me va bien. Mais j'ai envie de vous confier une autre
définition qui est plus symbolique et qui parle plus de notre intériorité, qui nous est confiée, qui nous est donnée par Dominique Baumgartner, qui est thérapeute jungienne, et qui dit, je lis, le leadership témoigne de ce qu'une personne est dans la jouissance de l'être, dans sa jouissance de l'être, en accord avec le vivant qui l'anime. Elle est alors capable de fluidité, d'ajustement avec ce qui est. Moi, personnellement, j'adore cette définition. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de l'intérieur. Elle ne nous dit pas c'est juste poser des actes, être dans un certain type de comportement. Elle nous dit ça part d'abord de ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je suis pleinement dans du vivant à l'intérieur de moi et donc ça va s'exprimer par de la fluidité, de l'ajustement. Et ça se manifeste entre moi et moi par une certaine jouissance à exister, à être. Je trouve ça absolument magnifique. Et donc, si le leadership, on l'inscrit de cette manière-là, on voit bien qu'à ce moment-là, ça part de quelque chose vivant et on va pouvoir traduire ce terme vivant par un terme fort qui est le terme énergie. Donc, je vous invite à faire d'abord un voyage autour de 4 énergies vitales qui nous sont exprimées par le docteur Véronique Baudou dans une conférence qu'elle fait sur le féminin et masculin sacré sur le net. Et elle dit, voilà, il y a 4 énergies vraiment importantes et qui sont polarisées autour d'une polarité masculine et une autre féminine. Si on s'intéresse à la polarité masculine, eh bien, on peut l'appeler aussi homme intérieur, eh bien, on dira que cette énergie, globalement, elle nous permet de nous mettre en action. C'est une émission, c'est une énergie qui nous met à l'extérieur de nous, qui nous emmène vers l'extérieur. Dans le corps, ça va se traduire par le mouvement. Dans l'énergie créative, ça va se traduire sur une capacité à faire des choix, à prendre des décisions et à les mener à bien. Sur le plan de l'affectif, c'est une énergie qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais surtout de canaliser et de choisir par rapport à ce que l'on vit sur le plan affectif. Et sur le plan intellectuel, eh bien, c'est tous les verbes de structurer, raisonner, hiérarchiser, analyser, structurer, etc., qui sont présents. Donc, c'est une énergie qui va trancher sur le plan intellectuel après de l'analyse. Donc, quand on est dans notre polarité masculine, énergétique, eh bien, on est poussé vers le mouvement et vers le ciel, vers envoyer des choses dans l'univers, envoyer des choses vers notre environnement. Quand on est dans l'énergie féminine, dans cette polarité-là, on est dans quelque chose de l'ordre de la réception. C'est comme si on avait des antennes autour de nous et qui captaient l'univers, on capte ce qui se passe autour de nous, on capte ce qui se passe pour les autres, pour soi, et on essaye parce que on cherche à faire en sorte que ça se passe bien, on crée du lien, on va chercher à réparer ce qui est un peu déficient, on va aussi transformer éventuellement ce qu'on sent dans ce qui se passe dans cette nature, dans ces liens, dans ces relations. Donc globalement, on peut dire que cette énergie féminine, c'est une énergie qui, sur le plan du corps, nous ancre, nous fait exister dans un corps physique, un corps terrien. On va être puisqu'on est dans la réceptivité, eh bien, il faut bien s'ancrer pour recevoir. Si on est dans la créativité, eh bien là, on va être beaucoup plus dans la profondeur, dans l'intime, et ainsi aussi dans l'affectif, où là, on va être dans toute la richesse des sentiments, des émotions, et dans l'intelligence émotionnelle, et dans l'écoute, dans la réception. Et là, on va être capable de détecter les émotions reçues, les émotions qu'on perçoit chez l'autre. Et dans l'énergie intellectuelle, on est dans raisonner et on est dans notre intelligence intuitive. C'est-à-dire que là, on ne sait pas forcément toujours dire, quand on est là-dedans, pourquoi ce serait mieux de faire ci ou ça, mais on sent que c'est comme ça doit être fait. Donc vous le voyez, en fait, on a ces deux polarités complémentaires
qui sont deux types d'énergie, émettrices et réceptives, et qui nous sont complètement vitales et qui nous rendent complètement complètes. Et on va y ajouter à ceci euh, euh, la femme sauvage, qui est pour moi la quintessence de tout ce que je viens de dire au travers de cette magnifique panthère, qui est pour moi une métaphore de ce que peut être la femme sauvage, c'est-à-dire en même temps il y a de la douceur, on peut imaginer sur le pelage, mais en même temps il y a du sauvage parce qu'il y a des crocs et parce qu'il y a des griffes, si jamais c'est nécessaire, qui peuvent être sorties. Et Elle est baignée où en Normandie? je vous invite à fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de fermer votre micro. Merci de fermer votre micro. Ok. S'il vous plaît. Ouais, je dis ça parce que ma grand-mère, mes grands-parents, ils habitaient Philippine, à côté de Bistréal, mais c'est plus loin pour toi, non? Philippine, je suis désolée, mais on vous entend. On vous entend parler, Philippine. Voilà. Est-ce que ce serait possible que vous fermiez votre micro? Merci beaucoup. Alors, je disais donc, la femme sauvage, c'est un archétype qui a été travaillé par une femme qui s'appelle Clarissa Pinkola Esté, qui est thérapeute jungienne aussi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, la femme sauvage, cela signifie, je vous lis un tout petit texte d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Femme qui court après les loups. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cela signifie marquer son territoire, trouver sa bande, être bien dans son corps, fier de son corps sans tenir compte de ses qualités et de ses limites, parler, agir en son nom propre, être en éveil, en alerte, utiliser ses pouvoirs féminins innés que sont l'intuition et le fait de sentir les choses, intégrer ses propres rythmes, je vous rappelle qu'on a des rythmes lunaires, découvrir sa véritable appartenance, se montrer digne, conserver le plus possible de conscience. Alors, je trouve que ce concept de la femme sauvage, cet archétype, fait appel à la femme instinctuelle, celle qui s'appuie dans ce qu'elle vit à l'intérieur pour pleinement l'exprimer vers l'extérieur, mais dans ce respect très profond de ce qu'elle est, indépendamment des normes, indépendamment de ce qu'on souhaite, ce que la société ou ce que le monde des organisations souhaiterait qu'elle soit. Donc ça, c'est important parce que ça rajoute pour moi une couche à ce que je viens de dire préalablement sur les polarités. L'ensemble s'incarne pour moi parfaitement dans cette image que j'appelle leadership au féminin rayonnant, dans l'image du tango. C'est une vraie métaphore pour moi de tout ce que je viens de dire, où ce couple danse dans un rayonnement où chacun a un rôle à jouer et c'est parce que chacun joue bien ce rôle qu'on peut pleinement danser dans une harmonie profonde et qui va rayonner dans tout l'espace où s'exerce cette danse. Voilà, donc le leadership au féminin rayonnant, voilà selon moi ce que c'est. Et on va voir maintenant que face à cet environnement que nous vivons actuellement, il me semble que ce leadership rayonnant est particulièrement adapté. Le monde actuellement, il est VICA. Alors cet acronyme nous vient des États-Unis. Il a pris son origine dans les académies militaires américaines au moment de la guerre froide et il a glissé progressivement vers nos entreprises qui l'utilisent pour expliquer la complexité dans laquelle nous sommes. Alors cette complexité, volatilité, ben oui, parce qu'actuellement, il y a énormément d'incertitudes dans l'environnement actuel, les réglementations qui bougent sans cesse, il y a des évolutions technologiques qui sont très rapides, et donc les projets, les stratégies changent, et l'entreprise doit s'y adapter très souvent et rapidement. Il y a aussi de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas très bien quelles évolutions il va y avoir. Ça peut générer un sentiment d'insécurité. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de complexité, parce qu'il y a énormément de sources d'informations qui peuvent provoquer de la confusion. Et puis, il y a aussi de l'ambiguïté, parce qu'il y a des projets qui sont complexes,
difficile à traiter. Et en même temps, il y a énormément de mélange de responsabilités. Alors, je vais vous donner, et qui peuvent provoquer de l'immobilisme. À ce propos, je vais vous donner un exemple que je vis, moi, dans une entreprise pour laquelle je travaille, qui est une entreprise organisée de façon très plate, c'est-à-dire on est en mode projet, on est en mode matriciel. Et bien dans cette organisation, les collaborateurs ont plein de niveaux d'échanges avec des demandes de reporting qui peuvent être aussi bien avec leurs responsables directs, hiérarchiques, mais aussi avec des groupes projets auxquels ils participent, et puis aussi à des experts qui sont au sein de l'entreprise. Vous voyez, donc il y a pour ces personnes-là, parfois c'est complexe et c'est très ambigu. Je dis quoi, à quel niveau, jusqu'où je donne, je rends compte de mon activité. Donc face à l'ensemble, à ce monde VICA, eh bien, qui représente des enjeux forts pour les organisations, avec la couche supplémentaire que j'ai évoquée tout à l'heure en ce moment et pour les années à venir, eh bien, il va être important, de mon point de vue, de trouver comment mener à bien l'organisation au sens relationnel. Et c'est pour cette raison qu'il me semble important que les soft skills se développent. Et l'OCDE nous dit, eh bien, en gros, il y a 4 soft skills qui sont extrêmement importantes à développer face à ce monde dans lequel nous sommes. C'est la pensée critique, la créativité, l'esprit collaboratif et la communication. Alors la pensée critique, eh bien, c'est en fait acquérir de la souplesse face à ce monde VICA, de la souplesse qui nous permet de remettre en cause certaines idées qu'on peut avoir pour chercher des alternatives créatives. La créativité, ben, j'y viens. Ça va être très important de trouver des solutions permanentes aux problématiques rencontrées, d'inventer de nouvelles façons de travailler. Et en particulier, la compétence du collaboratif, ça va être essentiel dans nos organisations d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire effectivement de développer de plus en plus un leadership horizontal, c'est-à-dire où on va tenir compte de tout ce qui se passe au sein des réunions de travail et avec les personnes avec qui on construit en fait et on élabore, parce que il va être nécessaire dans ce collaboratif d'utiliser l'intelligence collective. Ça, c'est extrêmement important puisque seul, on ne donne qu'un seul avis, et lorsqu'on est dans un leadership vertical, c'est descendant, et dans le mauvais sens, quand c'est très négatif, eh bien, ça aplatit vraiment l'esprit d'initiative qui va être extrêmement important. D'autant plus qu'on va avoir besoin de créer de plus en plus, de fédérer des personnes autour d'objectifs. Puisqu'on est dans un monde qui bouge tout le temps, il va être nécessaire de pouvoir aussi, dans notre communication, donner du sens à ce que l'on fait. Le changement, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et c'est permanent. Donc, dans tous les changements que l'entreprise vit, eh bien, il est nécessaire de donner à chaque fois du sens, d'avoir une communication claire. Donc, il me semble que par rapport à ces soft skills, les femmes, dans leur dimension, ce que j'évoquais tout à l'heure dans la femme intérieure, que j'ai symbolisée ici par ce mandala, eh bien, elles ont des choses à utiliser pleinement. Et je vais vous donner un exemple qui me vient d'un professeur de l'ESSEC, Viviane de Beaufort, qui fait des travaux sur la mixité, mais pas que. Et dans le cadre d'une conférence qu'elle a appelée Les femmes et le pouvoir, elle nous dit, vous savez que maintenant les femmes sont de plus en plus présentes dans les conseils d'administration, il y a une loi qui a été votée, donc il y a un certain nombre de femmes qui doivent y être, et on voit, elle perçoit, elle, une évolution sur les prises de décision grâce à la présence des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, pour un certain nombre de raisons que je n'évoquerai pas tout de suite, eh bien, quand elles sont dans un espace où on peut prendre la parole pour prendre des décisions, eh bien, elles posent des questions, elles travaillent leur dossier, et c'est ce que dit Viviane de Beaufort, et elles amènent le collaboratif au sein d'un espace de gouvernance qui habituellement était assez descendant, finalement. Donc, il y a quelque chose qu'elle perçoit, elle, de l'ordre de la transformation. Et cette transformation, ce qu'elle dit, Viviane de Beaufort,
par exemple, au sein des conseils d'administration, elle est essentielle, cette transformation de la prise de décision. Parce que justement, dans ce monde VICA, on ne peut pas prendre des décisions univoques. On a besoin de la complexité des angles de vue et de la profondeur de la réflexion pour prendre des décisions les plus alignées possibles. Donc, il me semble que les femmes, avec cette partie d'elles-mêmes qui est plus intuitive, qui est plus collaborative par essence, elles ont vraiment quelque chose à eux. Merci de fermer votre micro. Une certaine Sarah. Non, c'est pas Sarah, de temps en temps. Si vous pouviez fermer votre micro, merci beaucoup. Alors, un petit exemple que j'avais envie de vous donner, qui nous vient d'un magazine Forbes, qui posait la question au moment du mois d'avril, où on était en pleine crise du Covid, en tout cas en Europe. Quels points communs ont les pays qui gèrent le mieux la crise du coronavirus? Mais il dit, ce sont des femmes à leur tête. Et j'en citerai deux. Il s'agit de Tsai Ing-wen de Taïwan. Et CNN dit qu'elle a apporté une des meilleures réponses pour stopper la propagation, avec 124 mesures sans recourir au confinement. Alors c'est vrai que derrière, eux, ils avaient déjà une certaine expérience des virus, donc on peut comprendre que ça a été plus rapide que dans d'autres pays. Néanmoins, ce qu'il salue au travers de ça, c'est qu'elle elle a été, alors là, elle était vraiment dans son homme intérieur, ça a été très rapide. Angela Merkel, elle a démarré les tests très rapidement, dès le début, et ce qui a fait qu'il y a eu moins de morts que dans d'autres pays européens. En gros, elles se sont positionnées toutes les deux dans un homme intérieur puissant, qui prend des décisions, qui tranche au service, effectivement, de la protection et pour rassurer aussi les personnes. Si on prend trois exemples, je prendrai d'abord Jacinda Ardern, qui est première ministre de la Nouvelle-Zélande, petit pays de 5 millions d'habitants. Eh bien, Jacinda Ardern, elle est saluée pour sa détermination, sa bienveillance, son empathie, sa capacité à fédérer. Et c'est donc une femme pleinement dans sa puissance, je dirais, dans les deux polarités. Et elle est orientée, elle a une vision assez sociale de son rôle de première ministre, en apportant par exemple la gratuité de l'enseignement supérieur, en apportant aussi des programmes de prise en charge des enfants les plus pauvres. Et elle peut être capable aussi d'être dans un homme intérieur très puissant, notamment pour le Covid, où elle a porté une alerte maximum en disant il faut frapper vite et frapper fort, et ceci dès le début mars. Et je soulignerai aussi autre chose que je trouve intéressant chez Jacinda Ardern, c'est qu'elle ne fait pas l'économie de ce qu'on peut appeler ce qui fait que nous sommes des femmes, que nous portons des enfants. En tant que première ministre, elle l'assume pleinement. Elle a un bébé, enfin à l'époque elle avait un bébé tout jeune, qu'elle a amené dans des instances, des grandes assemblées, etc. J'avoue que je me demande ce qui se passerait si une femme amenait son nourrisson dans notre Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que on aurait tous les tabloïds le lendemain. Elle l'a fait. J'avais envie de vous parler d'une entreprise qui s'appelle Idealco. Idealco, c'est un réseau social qui met au service des collectivités une plateforme collaborative qui contient une 50aine de communautés. Co veut dire collaboratif et aussi connaissance. Idealco, c'est une entreprise de 70 salariés qui est dirigée par un homme, Aurélien Boyer, et pour lequel le leadership intelligent, collaboratif est au cœur de son action de directeur, de direction. Donc il y a un management extrêmement collaboratif qui est développé à Idealco depuis 5-6 ans, ce qui amène les différentes équipes à avoir par exemple des réunions qu'ils appellent rétro, mensuelles, dans lesquelles ils ne débattent pas, je dirais, des missions de chacun, etc., de l'avancement des projets, etc. Pas du tout. Dans ces réunions, qui ont lieu une fois par mois, ils parlent de comment ils ont vécu ce mois dans leurs relations interpersonnelles. Ils mettent à plat ce qui a besoin d'être mis à plat
en utilisant la communication non violente, dire je me suis senti mal avec toi, ou c'était difficile, ou alors c'était super, j'ai adoré la façon dont on a travaillé sur tel sujet. Ceci permet de réguler évidemment les relations, permet de développer l'intelligence émotionnelle dont on a tant besoin, et fait en sorte que c'est une entreprise où a priori il fait bon y travailler. Je donnerai un dernier exemple de l'Institut Pasteur, où j'ai accompagné pendant une dizaine de mois une dirigeante, une femme bourrée de diplômes, doctorat en biologie, extrêmement pertinente sur son travail, mais qui avait une véritable difficulté de se sentir pleinement en confiance avec, d'une part, ses compétences, ce qui était quand même assez étonnant, mais aussi sur sa capacité à manager. Donc tout le travail pendant ce temps d'accompagnement, ça a été de lui permettre de gagner en puissance particulièrement sur son homme intérieur qui avait besoin de se développer, de prendre la place, et notamment vis-à-vis de sa hiérarchie où elle n'osait pas se sentir légitime sur certains sujets. Ça a été un accompagnement que j'ai adoré faire, et c'est quelqu'un que je salue. J'avais aussi envie de vous parler de ce réseau de femmes chefs d'entreprise qui s'appelle FCE, pour vous rappeler donc que c'est important quand on est une femme et dirigeante, peut-être encore un peu plus, de participer à des réseaux où on se retrouve entre soi pour s'épauler, pour se développer, pour se stimuler. Et là, j'avais envie de vous parler de Brigitte Marmonne, qui est présidente du directoire de la Vie Claire depuis 2001. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut que les femmes osent, qu'elles prennent du plaisir dans l'exercice de leur métier et qu'elles aient confiance dans leurs compétences. Jacqueline Ridenji-Blazer, elle est présidente de la Corporation des bouchers, charcutiers, traiteurs. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce n'est pas encore gagné, qu'il y a encore du boulot pour que les femmes puissent être pleinement reconnues dans leurs compétences, sans qu'elles soient obligées de démontrer sans cesse leurs compétences, leur efficacité, qu'elles doivent soigner leur image de chef d'entreprise. Laure Camillo, qui dirige Clair de Terre, elle dit que c'est vraiment important que les femmes soient sur le terrain, parce que, sans hiérarchie vraiment verticale, parce qu'elles peuvent apporter beaucoup en favorisant un dialogue authentique et direct, ce qui permet, selon elles, de gagner en temps et en efficacité. Et je terminerai par Odile Roche, qui, elle, est conférencière et qui dirige la boîte Élan de vie, et qui dit que les femmes ont des atouts majeurs pour s'adapter, pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop de difficultés à s'adapter aux nouveaux modes de management qu'impliquent les enjeux du numérique, de la RSE et de l'innovation. Voilà de belles femmes. Alors, pour parvenir à être dans ce leadership rayonnant, il va falloir, pour nous les femmes, pour celles qui sont en chemin, traverser ce que j'appelle les empêchements. Pour moi, il n'y a pas de management spécifique féminin. Il y a juste des empêchements qui nous amènent à nous polariser plus dans une femme intérieure, souvent, ou dans un homme intérieur plus qu'on peut vivre comme négatif. Alors pourquoi c'est comme ça? Déjà, parce que notre histoire de femme, évidemment, est complètement différente de l'histoire des hommes, historiquement. Et les empêchements, déjà, on peut ressentir, même si c'est parfaitement inconscient, encore un sentiment d'insécurité lorsqu'on est à des postes de direction et qu'on doit trancher, décider, lorsqu'on est complètement dans une autonomie, une indépendance personnelle, parce que de tout temps et jusqu'à très récemment, les femmes étaient sous la responsabilité d'un homme, que ce soit le père ou que ce soit le mari, voire le frère, etc. Donc on peut être encore traversé par ce sentiment d'insécurité. C'est pour cette raison, par exemple, que l'autonomie financière des femmes est un vrai sujet, parce que quand elles le sont, elles ont le sentiment de gagner quelque chose d'extrêmement important. Les femmes ont été peu visibles finalement sur le plan historique. Il n'y a qu'à regarder nos livres d'histoire encore maintenant, elles ne sont pas tellement présentes. Et
elles ont encore du mal à se rendre visibles dans l'environnement et dans l'organisation. Elles ont du mal à créer leur propre réseau. Elles ont peu de visibilité parce qu'on les avait, notamment au XIXe siècle, pour prendre que ce temps relativement proche de nous, où les femmes étaient polarisées complètement dans leur femme intérieure, et tellement intérieure que leur rôle dans la bourgeoisie, c'était éduquer les enfants, s'occuper de leur mari, mais leurs besoins propres n'existaient pas. Et je ne parle pas de toutes les femmes qui travaillaient dans les usines, dans les entreprises et dans les champs, parce que les femmes ont toujours travaillé, mais c'était presque invisible, cette activité. La voie publique, la voie de la femme orientée vers la cité leur a été confisquée. Dans l'Antiquité, une femme qui s'exprime dans la cité, eh bien, c'est une voix qui apporte le chaos. Donc, on considère que la voix publique d'une femme n'a pas lieu de citer. Et pour les femmes, encore aujourd'hui, donner de la voix, faire entendre sa voix dans un contexte d'entreprise, surtout quand on est dans des comités de direction masculins, c'est compliqué. Quant au corps des femmes, il a été de tout temps objectivé, corps maternant, corps de séduction, etc., etc. Donc le corps des femmes, même encore aujourd'hui, c'est un sujet dans l'entreprise. Regardons, nous, comment fait-on le matin quand on doit s'habiller pour aller travailler? À quoi on pense? Est-ce qu'on s'habille comme ci ou comme ça? Quel choix fait-on? Et comment on assume plus ou moins notre féminité quand elle est, par exemple, très visible. Je vais vous donner un exemple parce que j'aime beaucoup cette femme, une femme avec qui j'ai travaillé pendant un temps, qui était blonde et qui avait une poitrine énorme, un cul d'enfer et une taille de guêpe. Eh bien, elle avait deux choix, hein. Soit elle planquait tout ça, soit elle l'affirmait, et c'était son choix parce qu'elle se sentait vraiment bien en tant que femme. Et donc, elle affirmait pleinement, avec des vêtements ajustés, ce corps qu'elle avait. Toutes les femmes ne sont pas capables de faire ça parce qu'elles savent que si elles le font, eh bien, il va y avoir un regard qui va être porté sur elles et qui va porter un certain nombre de données qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Leur pouvoir a été limité économiquement. Tout l'ensemble de ce que je viens de dire, il y a encore aujourd'hui un certain déterminisme social. Alors je vais vous partager ce déterminisme social. Dans certaines études, quand on pose des questions aux hommes et aux femmes aussi, les femmes sont perçues comme serviables, compréhensives, sensibles aux besoins des autres, compatissantes et émotives. Donc ça veut dire que quand on dit ça ne veut pas dire que c'est faux, elles peuvent être tout à fait ça, les femmes, mais on ne prend que la partie de la femme intérieure. Et puis on dit pour les hommes, eux, ils sont indépendants, compétitifs, ils aiment prendre des décisions, ils sont dominants et agressifs. Donc là, on ne prend chez les hommes que la partie de la partie homme intérieur. Or, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a les deux. Donc on voit bien que ce déterminisme social joue, bien sûr, dans la manière dont on va aborder, en tant que femme, soit des responsabilités, ou simplement la façon dont on va être vécu par ceux qui sont en face de nous. Alors, j'avais envie de partager avec vous ce que nous dit Sarah Saint-Michel, chercheuse au CNRS de Toulouse, qui a compulsé et regardé finement 25 études européennes et américaines sur le leadership des femmes, et qui dit, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité du leadership au féminin, finalement, quand on interroge des panels importants d'individus? Eh bien, finalement, non. Il n'y a pas de spécificité du leadership au féminin. Les femmes qui expriment leur leadership, eh bien, elles l'expriment plus ou moins exactement comme un homme. C'est simplement qu'elles se polarisent plus ou moins dans leur aspect, je dirais, plus féminin ou plus masculin. Elles ont plus ou moins de difficultés à le faire, vu les empêchements que j'ai exprimés. Alors, l'enjeu pour la femme dirigeante, quel est-il? Eh bien, il est vraiment, pour moi, que les femmes se développent pleinement dans cette puissance de leadership rayonnant. Cet enjeu est important
comme je l'ai exprimé, parce qu'il y a l'urgence du moment et il me semble vraiment important pour celles qui ne l'ont pas encore fait pleinement et en conscience, qu'elles en prennent le chemin. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions, s'il y en a. Et je vais juste, avant de le faire, voilà, vous pouvez prendre une photo, si vous le souhaitez, de l'ensemble de ces références. Dans le cadre de la conférence, j'ai cité Clarissa Pinkola Esté, qui a écrit ce livre « Femmes qui courent après les loups » que je vous conseille vivement. Je vous ai cité Dominique Baumgartner, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Animus, l'ami ou l'ennemi de la femme, qui est donc analyse jungienne. Je vous ai cité, alors je ne l'ai pas fait, je n'ai pas cité Sylvain Tesson quand je parlais de la panthère, mais il a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle La panthère des neiges. J'ai cité Viviane de Beaufort, professeure de l'ESSEC, Marissa Ortolan pour le tantra, Monique Grande pour la formation féminitude, et Véronique Baudou, qui est médecin et donc qui fait des conférences sur le féminin sacré, féminin et masculin sacré. Pour les autres, ben voilà, j'avais envie de nourrir autant que possible pour ceux et celles que ça intéresse. D'autres auteurs qui apportent aussi de l'eau au moulin sur le sujet qui est évoqué là, maintenant. Alors, je vais arrêter le partage, regarder les questions que vous me posez. Alors, est-ce que cette distinction, très bien pour ta voix, très doux, merci Gaëlle. À vrai dire, je ne peux pas faire mieux avec ce début d'angine. Tu demandes, Gaëlle, est-ce que cette distinction entre hommes et femmes intérieures, notamment la dimension décision-action de l'homme intérieur, ne nous remet pas dans une forme de sexisme? Alors moi, de mon point de vue, pas du tout, c'est juste l'inverse. D'abord parce que c'est quelque chose où on est vraiment... on est sur du matériau symbolique. C'est pour comprendre cette distinction qui se joue dans la complémentarité. C'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous. C'est une façon de mettre un mot sur, par exemple, je prends une décision. Eh bien, quand je prends ces décisions, c'est une partie de moi qui est plus dans une énergie. Pense plutôt énergie, Gaëlle, dans une énergie qui émet. Voilà, qui m'amène à sortir de moi, qui m'amène à aller vers l'extérieur. C'est pour ça que moi, j'ai pris du temps pour parler des énergies vitales, parce qu'effectivement, dès qu'on emploie le terme homme et femme, ça nous emmène à tout de suite à rentrer dans des représentations qui n'ont pas lieu d'être là. On parle d'énergie. Merci beaucoup, je dois vous quitter. Bonne journée à tous. D'accord, Carole. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous souhaiterez me poser là maintenant, que nous sommes à la fin de cette conférence? Ce que je voulais vous dire, c'est, puisque là, ça ne vient pas tout de suite, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous vous heurtez à des difficultés comme un manque de légitimité, un manque de confiance, si vous avez envie d'imposer votre leadership avec plus de puissance, si vous travaillez dans des environnements masculins, notamment au niveau des COMEX et des CODIR, si aussi vous avez envie de développer dans votre organisation un management plus collaboratif, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vais terminer cette conférence. Ceux qui veulent rester encore un petit moment pour échanger, bah, on peut le faire. Je n'ai pas de contraintes horaires majeures là tout de suite. Donc, je vais juste, vous pouvez rouvrir vos vidéos. Voilà, merci beaucoup Florence. Corinne, tu t'en vas, je crois, c'est ça que tu veux me dire? Tu as ton micro fermé. Gaëlle, merci beaucoup pour cette présentation, très bien référencée, à bientôt. Ok. Voilà, voilà. Coucou, coucou, coucou. Merci Florence, c'était très très intéressant et super bien documenté. Merci beaucoup Bravo. Nathalie, c'est sympa. Bonjour, moi j'aurais une question. Quand on se retrouve dans une situation où en fait, moi je suis Corinne. Corinne, d'accord. Bonjour voilà. Corinne. Bonjour, donc merci d'abord pour cette conférence, ça m'a beaucoup intéressée. Personnellement, je pense avoir développé l'intelligence émotionnelle et beaucoup être dans la participation au niveau des entreprises.
c'est très positif dans le cadre des entreprises. Ouais. Par contre, je me retrouve en difficulté dans le cadre du bénévolat. Ah, Je fais du bénévolat, j'en fais beaucoup, en plus de mon activité, ce qui est difficile parce que parfois combiner le tout, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui m'épanouit, donc c'est important pour moi. Et quand je me retrouve dans le bénévolat, je me suis retrouvée en fait au poste de présidente d'une association. oui. Et autant lorsque j'étais secrétaire, ça se passait très bien, et au contraire, il y avait un lien avec la présidente et tout était très bien. On appréciait tout à fait mon management participatif et mon écoute. Autant le jour où je suis devenue présidente, ça a été la guerre. Avec. Pourtant, avec les autres. Pourtant, dès le départ, je n'ai pas voulu ce poste de présidente seule, donc j'ai nommé 2 vice-présidentes et non pas une pour faire le lien. Et rapidement, en fait, les 2 présidentes ont, elles, voulu le pouvoir et se sont liées pour l'avoir. Alors, c'était quelque chose de violent pour moi et je ne l'ai pas compris. J'ai encore moins compris pourquoi, lorsque j'étais durant 2 ans secrétaire nationale, il n'y avait aucun problème sur ma manière de faire. Je n'ai pas changé, et je n'ai vraiment pas changé parce que lorsqu'il y avait notamment de la représentation régulièrement, j'envoyais les vice-présidentes et je n'y allais pratiquement jamais, pour justement leur montrer qu'elles avaient toute leur place et leur légitimité. Mais voilà. Donc, la sororité, j'en reviens. C'est un mot que j'ai beaucoup mis en avant et je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de violence de ces femmes à tel point que après quelques mois à faire face, j'ai préféré me retirer. C'était pour moi insupportable et je me suis dit autant les challenges dans ma vie professionnelle, je suis prête à les vivre, je n'ai pas de problème avec ça et je me battrai et je ferai face et je ferai le front. Quitte à évidemment expliquer et s'expliquer qu'on arrive à trouver quelque chose. Mais dans le cas du bénévolat où il n'y a pas d'enjeu, c'était ce qui a manqué en fait, j'ai préféré fuir pratiquement. Je comprends. En fait, ce que vous décrivez comme situation, tout le monde n'est pas capable de la sororité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on est confronté à un système, celui que vous décrivez, ce système dans lequel vous avez évolué, vous étiez avec des personnes, je dirais qu'elles ont mis en avant soit l'homme ou soit la femme intérieure, mais sur des polarités négatives. Ça veut dire que bien sûr qu'on peut, par exemple, si je parle de l'énergie féminine, elle peut aussi se mettre dans un espace de victime, par exemple. Hein. Ça, quand on est dans un espace négatif dans cette énergie-là. Et si on prend l'énergie masculine, elle peut se mettre dans son aspect négatif, dans quelque chose qui est extrêmement agressif. Et là, ce que vous décrivez, c'est une situation où les relations avec ces personnes-là, pour des raisons qui nous échappent, se cernent, et certainement la notion de pouvoir devait être au cœur de ce qui se passait entre vous et elles. Cette notion de pouvoir n'était pas vécue par elles comme le pouvoir pour parvenir à du collaboratif, de la sororité, mais beaucoup plus du pouvoir pour asseoir, je dirais, un rayonnement personnel. Donc, dans ces cas-là, effectivement, la stratégie que vous avez choisie pour être mieux, d'autant qu'il n'y avait pas, ce n'était pas votre métier, ça a été effectivement de vous éloigner. Vous avez bien fait. Ça veut dire que vous étiez avec des personnes qui n'avaient pas encore la maturité. C'est pour cette raison que quand je dis que les femmes, elles ont besoin d'être en chemin, c'est un vrai chemin. Il y a des femmes qui peuvent être extrêmement agressives. On parlait de Madame Thatcher tout à fait au début là, de l'entretien. Madame Thatcher, elle nous a donné l'exemple d'une femme qui gouverne en étant dans un homme intérieur extrêmement puissant et incarné, mais dur. Hein, vous voyez, très descendant, verticalisé, etc. Donc, elle était dans cette partie-là, elle. Voilà. Donc, revenir, quand je dis que les femmes ont besoin de guérir, ça veut dire qu'elles ont besoin de se réapproprier ce qui fait notre
une justesse, hein, se réapproprier la justesse entre cette énergie où on va trancher, on va se mettre en mouvement, on va être en capacité de diriger, de prendre des décisions, mais on va le faire aussi parce qu'en même temps, on tient compte de cette autre partie de nous qui nous dit c'est intéressant le collaboratif, c'est intéressant de prendre l'avis des autres. Mais pour que ça soit possible, il faut travailler sur sa propre légitimité. Donc c'est un chemin et c'est complexe. Je suis d'accord. Merci Corinne. Merci beaucoup parce que c'est vrai que j'ai eu quand même le sentiment, c'est très désagréable. Je n'ai pas l'habitude de fuir. Au contraire, on me nomme souvent guerrière dans mon activité professionnelle. Et ce fait de partir, c'est pour moi quelque chose que j'ai du mal à accepter. Et pourtant, Merci. c'est bien parfois de partir, de savoir partir, hein, pour mieux revenir dans des espaces qui nous conviennent. Hein, pour moi, c'est essentiel cette capacité qu'on peut avoir en conscience. Il y a des façons différentes de partir. Hein. Si on part sans conscience de ce que l'on est en train de faire, ça va tourner en boucle en soi. Ça va revenir. Ça veut dire qu'on va se reposer la question, est-ce que j'ai bien fait? Si on part en pleine conscience de ce qui se joue pour soi et que son écologie personnelle a besoin d'être préservée, eh bien, c'est sa santé mentale, hein, qui est protégée dans ces cas-là. Donc, c'est essentiel. Est-ce qu'il y aurait un autre commentaire ou une autre question parmi les personnes qui sont là? Alors, je vais revenir, moi, parce que tout au début, là, il y avait voilà, quand on disait, je pense que moi, si vous allez sur mon site, vous allez voir, je traduis mon parcours professionnel par des termes forts comme, à un moment donné, j'étais plutôt une guerrière, maintenant je me sens plutôt éveilleuse, etc. Parce qu'effectivement, il y a des moments, on est traversé par des besoins propres qui vont mettre en évidence certaines choses avec plus de puissance que d'autres. Moi, quand j'étais une guerrière, j'étais pleinement dans un homme intérieur très puissant. J'avais besoin de ça. Là, actuellement, je me sens beaucoup plus, par exemple, dans la polarité, dans une énergie féminine, où j'essaye beaucoup plus d'être dans la réceptivité. J'ai besoin de ça dans ma vie maintenant. Donc, vous voyez, quand on utilise cette symbolique, ça nous aide à mieux nous comprendre et à mieux nous situer dans notre chemin de vie. Notre chemin de vie, il est complexe, hein, il passe par plein d'étapes différentes, etc. On n'est pas toujours... et plus on est conscient de ce chemin de vie, on peut le travailler et avancer. Et le faire rayonner auprès des personnes avec qui notamment on travaille. Donc oui, je reprenais ça par rapport à ce qui avait été dit. Effectivement, quand quelqu'un disait tout à l'heure que les femmes reçoivent des projections, bien sûr, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le déterminisme social. Gaëlle s'en va. Au revoir Gaëlle, il me semble. Le déterminisme social, c'est ça, hein, c'est des projections, ça veut dire on envoie vers l'autre et vers la femme notamment des projections sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle doit être ou comment elle doit être, etc. Ah oui, Coco, Didier Bras à tout le monde, oui. Je vous invite à lire L'éloge de la fuite, Henri Laborie. Je connais ce livre, je ne l'ai pas lu, mais merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est des projections, des représentations que les femmes subissent souvent et sur lesquelles elles vont devoir se positionner. D'autre part, ce qui a été dit aussi, elles ont un rapport au monde différent. Oui, quand elles sont dans une polarité, sont face à des hommes et qui sont fortement marqués par une polarité plus énergie masculine, les femmes, si elles sont dans leur énergie féminine, elles ont un rapport au monde tout d'un coup qui est beaucoup plus intuitif. Elles regardent le monde avec leur intuition, elles sont dans un rapport comme des canaux ouverts où elles reçoivent le monde. Si elles sont polarisées là-dedans fortement, évidemment, elles ont un rapport au monde qu'on peut considérer comme différent des hommes. Mais dans la réalité, elles sont parfaitement capables, comme les hommes, d'être dans un regard sur le monde qui est extrêmement analytique, synthétique, etc. Ce qui a été dit aussi, oui, effectivement, puisqu'il y a tout ce déterminisme encore social qui se joue au niveau des entreprises, on va leur demander de faire plus leurs preuves, ce qui a été dit tout à l'heure, etc. Et puis, l'équilibre, la charge mentale, la vie professionnelle et la vie perso, éduquons les hommes avec qui nous vivons, mesdames.
pour que cette charge mentale soit moins importante. On a une grande responsabilité, nous les femmes, là-dessus. Les femmes, souvent, elles portent beaucoup parce qu'elles le veulent bien aussi. Ouais, ça, c'est quand même important de le noter parce que justement, on a vécu ça pendant des millénaires où on a beaucoup porté l'intérieur, hein, c'est-à-dire la responsabilité du développement de la nichée, de la famille. C'est pas forcément facile pour beaucoup de femmes de lâcher prise par rapport à ça, en partie, pour laisser aux hommes la place, de prendre cette place-là et de développer aussi leur féminin. Donc, on a une part de responsabilité, nous les femmes, là-dessus. Quand même de se le rappeler. Bien, eh bien, écoutez, est-ce qu'il y aurait encore une autre question ou un commentaire? Est-ce que c'est dit? Voilà. Je crois que j'ai tout regardé là sur le côté. Merci Laurent. Donc, je vais devoir vous quitter. Aurélie, au revoir. Au revoir Saba. Au revoir Anne-Sophie. Au revoir Sophie. Au revoir Isabelle. Merci d'être restée présent aussi longtemps. Magali, Coco et Nathalie et Elisabeth. Et puis Didier. Alors, je ne sais pas Didier si ça a fait évoluer un peu ce que tu avais dit tout au début de la conférence. Ah oui, Tammy, très intéressant. Oui. Faire évoluer, c'est-à-dire par rapport à quelle remarque? Je sais pas, tout au début, tu avais fait une remarque sur, je ne sais plus, sur, tu vois, notamment la vie professionnelle, la vie personnelle, la charge mentale. Est-ce que ça m'a fait un peu bouger ça? Oui, oui, c'est ce que tu as dit à la fin, c'est de la responsabilité des femmes de faire évoluer l'homme. Entre autres. Et aux hommes de bouger aussi, mais en tout cas, si on parle des femmes, elles ont une responsabilité là-dedans. Oui, c'est sûr. Allez Didier, bon, je te dis au revoir. Merci. Je te dis au revoir à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.